Hey, salut Salut! tout le monde! J'espère que ça va bien. Mélodie, est-ce que tu as quelque chose à boire, toi? Je sais Oui, qu'on... ben, je me suis Ouais? fait un petit café. Ça fait un café. Moi ici, j'ai Merci. mon scotch favori, qui est du Bowmore 15 ans. Il y en a certains, il y a Flavie, non, comment elle s'appelait ici dans les commentaires, qui a dit qu'elle avait pas de scotch. Donc, Janice, du gars, t'as pas de whisky, ben, il faudrait que tu t'en chercher un, là. J'ai pas envie de boire seul. Ce serait le fun d'avoir des gens qui m'accompagnent. J'ai pas encore de popcorn non plus. Je sais que Pas dans de les commentaires, popcorn. en plus, je dis aux gens d'avoir du popcorn. Si jamais vous avez du popcorn, dites-le dans le chat, ça serait drôle. Je suis curieux de savoir s'il y a des gens qui ont pris la peine de se prendre du popcorn. Ok, salut tout le monde, salut Stéphane, Michel, Janice, Samuel, Isabelle. Oh, mais l'autre, tu viens de repopper une deuxième fois, c'est donc bien drôle ça. Qu'est-ce que- Pourquoi t'es là deux fois? Je pense que c'est Écoute, mon ordi de bureau qui. touche à rien, je vais Ouais, faire c'est ça. éjecter. Puis on a. Oh boy! J'allais éjecter pour de vrai. Non! Il va falloir qu'elle revienne. Ok, je vais y envoyer un petit message. Ok, Webinar Jam, c'est vraiment le fun comme technologie. All right. Qui d'autre? Qui d'autre? On a David et Samuel. Donc, David, est-ce que c'est Léla? Ok, c'est Léla qui écrit, c'est pas David. Parce que David est plus sérieux, c'est correct ça. David a des tacos et Isabelle a un dry martini. Excellent. Est-ce que tu le prends avec du gin ou avec de la vodka, ton dry martini? C'est une très bonne question. Puis un smoothie vert, ça peut faire la job. Tu pourrais rajouter peut-être un peu de vodka dedans, là. Puis s'il est aux pommes, smoothie vert et vodka, ça pourrait être pas pire. Hey, Mélodie, t'es de retour! Rebonjour, excuse-moi, Oli. C'est ma fenêtre sur mon ordinateur de bureau qui avait actualisé, puis j'étais comme sur deux ordi en même temps. Malade. All right. Fait que gin ce soir, je suis quand même curieux de savoir c'est quelle sorte de gin. Si jamais tu devrais essayer lequel là, que j'essaye ces temps-ci, je vais aller te montrer ça. Il est vraiment malade. Si jamais tu as l'occasion que tu vois ça dans la SAQ, là, de Botanist 22. En fait, c'est une compagnie de scotch qui font ce gin-là. C'est de la région de Islay qui font mes scotch favoris. Fait que quand j'ai vu ça, qui faisait du gin, j'ai fait comme why not? Et puis il est vraiment très, 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 très solide. Bon, on va arrêter de parler d'alcool. On a l'air d'une gang. Je sais que je vais me faire commenter par la SAC. J'ai pas vraiment de contact là-bas. Fait que, Non, mais faudrait que je c'est m'en pas. fasse. Milo, peux-tu fermer ta fenêtre? Ça va pas, moi j'ai de la misère avec ça. Technologie à soir. Hein. OK, tout est sous Hey, contrôle. tout est sous contrôle. Bon, fait que, on a reçu une dizaine de questions. On va tous les passer. Il y en a vraiment de toutes les sortes, là. Ouais. On a 11 questions, en fait. Fait qu'on va essayer de. Je sais pas si on va avoir le temps de toutes les faire. Je suis comme essoufflé parce que j'ai été couru prendre mon gym. Mais on va faire notre possible pour essayer d'être le plus concret possible et le plus actionnable. Donc, première question qui était de Marilyn. Je ne sais même pas si elle est connectée en ce moment sur le live. Si oui, dis-nous un petit salut. Ben, sinon, ben, ta question, ben, tu vas la regarder dans les réponses. Mais je trouve que c'est intéressant. Elle dit Instagram, publicité fonctionne, comment aller chercher des abonnés. C'est assez difficile sur Instagram de faire augmenter son nombre d'abonnés. C'est pas comme sur Facebook où on peut faire des campagnes de mention j'aime. Puis c'est quelque chose que, tu sais, moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés pour être capable d'augmenter mon nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. Puis ce qui est le fun avec Instagram, c'est que c'est très, entre guillemets, lifestyle. Puis quand tu as beaucoup d'abonnés sur Instagram, ben, ça connote une certaine crédibilité puis une certaine notoriété. À cause que les gens, ils vont souvent suivre, c'est comme l'individu sur Instagram ou l'entrepreneur derrière la compagnie. Fait que, ça donne une belle crédibilité quand tu as beaucoup d'abonnés. Puis, c'est peut-être pas ça qui va te faire vendre, mais c'est peut-être ça qui va t'aider à closer quelques ventes. C'est pas la porte d'entrée, mais ça va souvent t'aider pour être capable de closer. Pour être capable de gagner des abonnés, moi, j'ai essayé vraiment plein de stratégies. Mélodie, toi, je pense que tu avais un compte de chat. Vous êtes Ouais. rendu, Ouais, t'es je rendu à l'ai. combien?
Ah, ben, j'ai pas poussé plus qu'il faut. C'était surtout pour faire des tests, là. J'ai peut-être 400 abonnés, mais c'est vraiment juste en mettant des photos de mes chats, puis en essayant plein de hashtags, puis Puis, c'est t'es ça. capable d'aller chercher quelques. Puis, je me rappelle, ce qui était drôle, c'est que tu avais plus d'engagement sur tes photos de chat que sur ton compte personnel, ça. Ben oui. Mon chat est plus populaire. Mais il est beau, mon chat. Il est vraiment cute. Zoogie, C'est le quoi chat. le Zougi le chat? On va mettre le Ouais. lien dans le Vers chat. mon compte Instagram de chat. Ah ouais, c'est sûr. Je... Ah, peux-tu le mettre? Moi, je sais pas comment t'écris Zougi le chat. C'est Zougy. C'est ça, le chat, tout en un mot? Moi, ça me dit. Barre en bas, le barre en bas, Ah, chat. c'est ça. Ben, comme ça, on va aller chercher 14 abonnés de plus. Ça va être des Ben abonnés oui. très, très engagés. Donc, Zougi le chat, t'as essayé de prendre des hashtags. Ce qui est intéressant avec Instagram, c'est qu'on est capable de mettre 30 hashtags par publication. Mhm. Et il y a pas un moteur de recherche, mais il y a une espèce d'option de découverte des hashtags sur Instagram. C'est-à-dire qu'on est capable de voir c'est quoi les publications les plus populaires dans un certain lieu et selon certains hashtags et qu'est-ce qui est trending tout court sur Instagram. Fait que ce que tu peux faire, mettons que tu as une brand puis que tu veux être capable de vendre beaucoup de stock pour comme en lien avec, je sais pas moi, une montre ou des souliers ou des chapeaux, peu importe. Tu vas prendre les 30 plus gros hashtags et ce que tu fais, c'est que tu achètes 10 000 faux likes sur cette photo-là, ce qui va faire en sorte que partout sur Terre, tous les gens qui font un suivi du hashtag souliers, admettons que moi, je suis dans le mood pour acheter des souliers présentement, des fois, je vais aller sur Instagram, puis je vais checker voir hashtag souliers, ce genre de choses-là, eh bien, tu vas apparaître en premier à cause que tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement sur ton post de façon très, très, très rapide avec une bonne vélocité. Fait que ça va aller chercher de l'engagement. Fait que payer pour des faux likes sur ces posts en utilisant plein de hashtags, ça peut être quelque chose qui fonctionne. En français, ça fonctionne pas très bien parce que les hashtags, c'est difficile de se positionner sur des hashtags locaux pertinents francophones parce que la plupart des utilisateurs puis du contenu sur Instagram est comme ensouveli par du contenu anglophone. Fait que si tu vends des choses en anglais à l'international, ça fonctionne très, très bien. Ensuite de ça, pour être capable d'avoir plus de followers, nous, on a testé Instagress, qui est un robot qui va suivre et désuivre les gens qui ne te suivent pas en retour et qui va aller liker des posts at random. Je peux vous partager un peu c'est quoi les stats de ça. Ça a baissé récemment. On dirait qu'Instagram a fait une mise à jour sur leur algorithme qui fait en sorte que c'est moins efficace. Mais je te dirais que c'est environ 20. C'est OnlyPulse, le logiciel qu'on utilise pour planifier nos posts. C'est environ 20 followers par jour qu'on gagne avec ça. Fait que c'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain te rendre vraiment famous sur Instagram. Puis c'est probablement quelque chose qui va avoir un certain backlash parce qu'il y a des gens qui s'en rendent compte, qui savent que tu prends un bot, puis ils n'aiment pas nécessairement ça. Mhm. Mais comme si t'es capable de faire, tu sais, ça dépend tout le temps. Si t'es capable de faire une vente avec ça, mais ça justifie un peu, ça justifie l'investissement. Ça dépend tout le temps c'est quoi ta vente. Mais nous, dans notre cas, une formation à 500$, ben tant mieux, tu sais, si on était capable d'aller chercher ça, plus avoir des followers de plus. Ça nous donne 18,3 followers par jour d'utiliser Instagram en faisant du follow-on-follow puis liker des posts qui utilisent des hashtags stratégiques. Fait que c'est pas super. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui existe également pour être capable d'avoir plus de followers sur Instagram? Ben, tu peux acheter des followers, tout simplement. Honnêtement, j'en ai acheté 1500 au début juste pour comme donner un peu de crédibilité à mon compte. Et ça va vraiment pas augmenter ton engagement, ça va vraiment pas augmenter tes KPI, tes indicateurs de performance, à cause que c'est des. La façon que ça fonctionne, c'est même quand tu achètes des vrais follow, ce qui se passe, c'est que la personne elle a autorisé une application Instagram, puis cette application-là va suivre des comptes sans que la personne le sache. Fait que oui, c'est du vrai monde, sauf que c'est des gens qui se sont fait pirater leur compte et qui vont suivre ton compte sans qu'ils le sachent. Fait que quand ils vont voir ton stock popper dans leur feed, ils vont jamais interagir avec. Fait que ça fait en sorte qu'ils vont juste plus le voir à cause de l'algorithme d'Instagram. Fait que ça n'a aucun résultat pragmatique d'acheter des followers sur Instagram directement. L'autre possibilité, c'est de faire de la publicité. Quand tu fais de la publicité Facebook, ils te permettent de faire le placement également sur Instagram. Et ça, effectivement, ça va avoir un impact dans le sens qu'il va y avoir des gens qui vont voir ta publicité, qui vont te follow. Mais encore là, c'est assez rare que les gens vont voir ta pub, regarder ton compte et te suivre. C'est comme si tu fais de la pub Facebook pour un article de blog à des gens random
eh bien, oui, les gens vont cliquer pour aller voir ton article, mais c'est une très, très faible proportion qui vont prendre le temps de cliquer sur ta page pour aller te suivre. Fait que ça, c'est vraiment les différentes options que tu as. Si tu veux, tu peux faire des concours sur Instagram, tu peux faire des giveaways. Ça aussi, c'est toutes des stratégies que tu es capable d'utiliser pour augmenter ton count d'abonnés. Mais sinon, tu prends un petit robot, tu likes des choses, follow on follow. Tu peux le faire manuellement aussi. Quand tu le fais manuellement, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Tu sais, tu peux gagner 50, 60 abonnés par jour. C'est juste que ça va te prendre 2 heures par jour. Fait que ça tente-tu vraiment de faire ça? Justement, Olivier, tu parlais de la publicité Facebook, puis il y a David qui nous dit que pour un de ses clients, pour augmenter les followers Instagram, il fait de la pub sur Facebook avec un texte basique qui demande de suivre la personne en image sur Instagram, puis que ça fonctionne vraiment bien pour une personnalité publique. OK. C'est sûr que si la personne est déjà connue un peu d'avance... Oui, ça l'aide à faire... Ça fait une passerelle vers son compte Instagram. Mais le Facebook vers Instagram aussi, c'est une bonne idée de faire ça. Nous autres, on ne l'a jamais testé, en fait. Ça pourrait être quelque chose qui serait à essayer. C'est juste qu'on publie tellement pas assez sur Instagram pour que ça en vaille la peine. By the way, nous, ce qu'on utilise pour publier sur Instagram, c'est OnlyPost. Je vais mettre un lien. Tu as un lien d'affiliation, of course, dans le chat. Et c'est une plateforme qu'on aime vraiment beaucoup parce que ça permet de planifier tes posts à l'avance sans avoir à faire quoi que ce soit, puis ça se publie. C'est-à-dire que quand tu prends Buffer ou n'importe quelle autre plateforme, habituellement, ce qui arrive, c'est qu'ils vont envoyer une notification sur ton téléphone. Et puis là, il va falloir que tu confirmes pour que le post se publie sur Instagram. Parce que là, ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin de rien faire. C'est super comme outil. C'est vraiment une belle découverte. Ouais. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que ça te donne aussi des statistiques de base sur ton compte, ton nombre d'abonnés par jour. Tu peux faire du batch import. Ça, c'est vraiment cool à cause que tu peux prendre, mettons, 50 images, tu drag and drop ça sur ton OnlyPost. Ça va toutes les importer one shot. Tu peux toutes les céduler d'un coup. Tu peux mettre un message générique de base que là, ensuite, tu vas aller comme modifier. Puis ça fonctionne très bien. Et aussi pour ça, pour les faux likes, ce qui n'est pas des faux likes encore là, c'est des vrais likes, mais des gens qui se sont fait hacker leur compte. Wow, c'est tellement éthique comme façon de faire, mais c'est pas grave, ça marche. Nous autres, on a utilisé Automatic Viral. J'ai pas d'affiliation avec eux autres, mais c'est pas grave. Je vais vous envoyer le lien aussi. Ça fonctionne. C'est pas un scam, là. Malgré que j'ai déjà acheté une badge de followers pour un autre compte avec eux autres, puis j'ai jamais eu mes followers. Mais pour les likes, ça fonctionne. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que il t'envoie, tu dis, moi, je vais avoir 500 likes par photo, mettons. Puis tu as jusqu'à 4 posts par jour, ce qui vont te donner 500 likes. Moi, je vais juste baisser ma lumière que j'ai d'en face parce que j'ai l'impression d'être aveugle. On va sortir du site avec un coup de soleil. Bon. Fait que je pense que ça répond pas mal à la question. Oui, pour cette Ensuite question-là. de ça, vas-y. Oui, Marilyn, elle avait une autre question aussi par rapport aux marketeurs de réseau. Les trucs les plus winners pour se faire voir et engager des gens dans nos publications quotidiennes. Bon. Toi, as-tu des idées? Il aurait fallu qu'on sache c'est quel MLM, là. Mais nous autres, écoute, tous les gens qui sont un peu à l'affût de ce qu'on fait sur la tranchée savent qu'on n'est pas des très grands fans de marketing multiniveau. Ceci étant dit, on a pensé le faire avec notre entreprise de couverture. Ça pourrait être intéressant. Donc, on vend des couvertures à nos amis pour que nos amis vendent des couvertures à leurs amis. Là, on se met riche avec ça. Ça pourrait être le fun. Mais je pense que ça dépend tout le temps c'est quoi. Je pense que les webinaires, les Facebook Live, je sais qu'il y avait Kimra Luna, qui est une marketeure aux États-Unis, qui est très intéressante. Elle avait fait elle a commencé en MLM, elle s'est mise vraiment très, très riche avec ça. Ben, pas très, très riche, mais elle a fait comme dans les 6 chiffres par année avec son MLM. Et la façon qu'elle se prenait, c'était des groupes privés Facebook plus des Facebook Live. À toutes les semaines, elle faisait un Facebook Live, plus elle créait des articles de blog. Fait un peu de la même façon que tu ferais la promotion de n'importe quel autre produit. Et c'est pas pour rien maintenant que Kimra Luna, elle vend ses propres formations, je pense, sur la publicité Facebook ou sur les webinaires, je suis pas exactement sûr. Puis, elle génère, je pense qu'elle a fait 780 000 dans la première année, genre. Fait que c'est comme assez impressionnant. À cause que c'est la façon de vendre sur Internet, que ce soit pour un MLM ou que ce soit pour ta propre entreprise, ton propre produit, c'est le même processus. Fait que moi, je ferais juste appliquer ce genre de stratégie-là. OK. Puis, est-ce que tu connais KM12?
aucune idée. C'est quoi KM12? Je le sais pas non plus. C'est Samuel qui dit que KM12 est très bon aussi et nouveau. Est-ce qu'on parle de scotch ou est-ce qu'on parle de... Je sais pas de quoi on parle. De quoi on parle? Je vais faire une recherche Google. Ah, le gin boréal, KM12. On parle de gin. OK, là, on est revenu. Je connais pas KM12. Écoute, je vais bientôt disponible à la SAQ. Je pense que c'est une distillerie québécoise. Le problème avec la SAQ, là, c'est comme Pure Vodka. Là, ils ont été des années à vendre juste à l'extérieur du Québec avant qu'on les ait en SAQ. Apparemment que c'est vraiment la merde pour être capable de distribuer au Québec. Sauf qu'une fois que tu es à la SAQ, ils te veulent partout dans le monde à cause que c'est très prestigieux, apparemment. Bon. Ça nous fait juste chier parce que c'est 2 fois plus cher qu'ailleurs. Là. Mais on va aller voir ça, quand même 12. Hein? Bon point. OK. Bon, si on vient au sujet des questions, il y a David et Lélia qui voulaient savoir des bons exemples d'annonces de textes et d'images qui fonctionnent sur Facebook, auprès des entrepreneurs, par exemple. Si tu pouvais élaborer un peu sur les aspects qui font que ça marche, ça serait excellent. Puis, savoir aussi dans ta formation Facebook... Oups, j'ai descendu ma page, je vois plus la question. Oui, dans ta formation Facebook, comment est-ce que tu abordes l'élaboration des annonces qui cartonnent? J'aime ça, qui cartonnent. Qui cartonnent. By the way, merci Mélodie d'avoir bien prononcé son nom à cause que... moi, je suis un peu dyslexique, là. Tu corriges mes textes, tu sais, là. J'avais lu les là. Puis depuis le début, ça fait des semaines qu'elle pose sur le forum. Puis moi, dans ma tête, ça sonnait tout le temps comme ça. Non, mais j'ai fait attention aussi pour... J'étais pas sûre au début, mais non, Lélia. À moins qu'il y ait une faute dans son nom quand elle a écrit. Sinon, c'est Lélia. Donc, comment être capable de faire des publicités Facebook qui fonctionnent très bien? Écoute, sur Facebook, c'est pas un secret que plus ta publication est virale, c'est-à-dire plus que le coefficient de viralité est élevé. On sort les grands mots. Le coefficient de viralité, c'est quoi? C'est le pourcentage de personnes qui vont partager ta publication. Mettons que tu as 100 personnes, combien de personnes est-ce que tu vas atteindre via les partages de ces 100 personnes-là quand ils vont utiliser ton truc ou qu'ils vont partager? Fait que, admettons que tu fais un post sur Facebook, tu rejoins 1000 personnes, il y a une personne là-dedans qui a fait un partage et qui a été vue par 500 personnes. En tout, puis là, ça s'est arrêté là. Mais ton coefficient est à 0,5. C'est-à-dire que pour chaque 1000 visibilités que tu as, tu en as 500 qui est gratuit. Fait que plus que ton coefficient est élevé, plus que Facebook va faire en sorte que ça va te coûter pas cher pour faire de la publicité sur Facebook. Fait que moins que ça te coûte cher, puis plus que ton coefficient est haut, plus qu'il y a du monde qui vont te voir naturellement aussi. Fait que c'est comme une espèce de roue qui s'emballe. Là, plus que tu es viral, mais plus que ça va bien être viral, etc. Puis l'exemple qu'on peut donner, c'est avec la couverture. On avait fait un Vox Pop. Et puis, le Vox Pop, je pense qu'on est rendu à 100. Combien de views qu'on a? C'est insane. Genre, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis, on a mis de la publicité là-dessus. On a mis 700 $ en publicité. Autant pour driver des clics sur le site web que pour des pubs de conversion. Et puis, par view, ça coûtait genre comme 1 millième de cents. C'était ridicule. Je vais aller retourner chercher la stats exactement. Le clic nous revenait à 4 cents. 4 cents le clic vers notre site web. J'ai jamais vu ça là, dans mes campagnes personnellement pour mes produits de marketing. Fait que c'était vraiment bon. On est rendu à 150 000 views. C'est comme ridicule. Ça n'a pas rapport. C'est sûr que c'est des views Facebook. Là, fait que c'est pas comme sur YouTube où chaque view veut dire plus d'engagement que sur Facebook. Ceci étant dit, plus que ton contenu est entre guillemets viral, plus que ça va être facile d'avoir des publicités qui sont rentables, qui sont profitables. Fait que définitivement, pas juste faire des pubs qui disent « Hey, allez acheter mon contenu, hey, regardez mon site, hey, regardez mon offre de service », mais également faire des contenus publicitaires qui sont loufoques, qui sortent du lot, qui se démarquent. Les gens ils voient beaucoup de choses sur Facebook toute la journée. Je veux dire, le nombre de niaiseries qu'on voit passer, autant conneries QC que le journal de Montréal, que toutes les espèces de conneries qui existent sur Facebook, tout est en compétition avec ça. Tu es en compétition avec des chats, des vidéos de bébés qui se pètent la gueule. Fait qu'il faut vraiment que tu essaies de sortir du lot pour être capable d'aller chercher l'attention des gens. Bon. Si on remet ça en contexte B2B, pour essayer de vendre des services, c'est comme nous, comment est-ce qu'on l'utilise dans nos formations, mais c'est sûr que d'avoir une offre qui est excessivement
intéressante qui parle aux besoins des gens. C'est tout le temps ça, la base. On en a parlé dans notre... On en a parlé dans notre podcast qu'on a fait ensemble, Mélodie, la semaine passée. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est quoi l'offre, c'est quoi le désir, la motivation fondamentale que tu vas aller combler dans ton pitch. Plus que tu vas aller bien parler à ton audience pour leur offrir quelque chose qu'ils veulent puis qui sont ouverts, tu sais, qui recherchent activement une solution pour ce genre de problème-là, mais plus que ça va être facile d'avoir des publicités qui sont efficaces. Ceci étant dit, il y a plusieurs types de publicités. Tu as des Facebook Lead Ads pour aller chercher des prospects. Ça fonctionne bien. Tu peux mettre des vidéos dans tes publicités. La vidéo, ça fonctionne excessivement bien. Tu peux faire des chatbots maintenant où ce que tu demandes aux gens de commenter. Fait que ça fait des posts avec beaucoup d'engagement. Ça fonctionne également très, très bien. Fait qu'il y a plein de petites stratégies comme ça que tu peux utiliser en combinaison avec une offre puis une façon de présenter qu'est-ce que tu as à offrir, excessivement enticing, qui a beaucoup de valeur aux yeux des gens. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure. Tu sais, c'est ça qui va faire en sorte que ta publicité va être profitable. Ça ne te coûtera pas cher du clic, puis en même temps, ton offre, fondamentalement, va parler aux besoins des gens. Pas mal ça, je pense. Et ensuite de ça, comment tu fais pour aller rejoindre les audiences pour lesquelles les pages Facebook qui les intéressent ne sont pas référencées? OK. Je vais relire la question pour que ce soit facile pour tout le monde. Comment tu as fait, Mélo, pour mettre une annonce en haut comme ça? Je voulais te poser la même question. Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai mis. Ah, ça doit être Marie-Pierre. Parce que Marie-Pierre est comme... elle est en coulisses. Exactement. À cause que Marie-Pierre était à la bibliothèque et l'Internet de la bibliothèque était vraiment trop lent. Fait qu'elle n'a pas pu nous joindre. Il y avait un gros délai. Là. Fait que ça a été... elle répondrait aux questions comme 15 secondes trop tard. On aurait déjà move on. Ça a été bizarre. Fait que c'est elle qui est en train de faire cette magie-là. Donc, la question numéro 2, c'est comment fais-tu pour aller rejoindre des audiences pour lesquelles les pages Facebook qui les intéressent ne sont pas référencées? Fait qu'on parle dans le ciblage Facebook, au niveau des intérêts, comment est-ce qu'on fait pour cibler des gens dans lesquels il n'y a pas d'intérêt préfet sur Facebook à cause que c'est une trop petite niche? Et surtout, c'est surtout le cas en français à cause qu'il y a moins d'utilisateurs. Ça, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs façons de faire. La première, je dirais que le remarketing, donc faire du contenu en lien avec ça sur ton site web. Tu prends les gens qui ont été sur ton site web à partir de Google, là, qui ont cherché, je ne sais pas moi, comment couper un piment comme du monde, puis toi, tu vends des coupes piment. Mais tu t'en vas chercher les gens qui sont tombés sur ton site web. Tu fais une audience avec ça sur Facebook. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu vas faire une audience similaire à ces gens-là. Donc, tu vas dire à Facebook, ce monde-là va chercher du monde semblable. Donc, le top 1% ou le top 3% des gens qui ressemblent à cette audience-là dans un pays donné, donc au Canada, en France, aux États-Unis, peu importe. Et puis, fais-moi une audience avec ça. Fait que ça va être les deux façons les plus faciles. Mettons que tu as un site web avec du contenu là-dessus. Il y a d'autres façons de faire. Tu peux proposer tes services de gestion de communauté à des pages Facebook qui existent dans le domaine. Et puis là, une fois que tu as accès administrateur à ces pages Facebook-là, tu vas avoir une option de ciblage très intéressante dans ta publicité Facebook. Tu es capable de cibler les fans de cette page-là et tu vas être capable de faire une audience similaire à ces fans-là. Fait que ça peut être comme une espèce de travail d'agent double où ce que tu proposes tes services. Tu sais, juste, je vais poster une fois de temps en temps sur votre page, ça va vous enlever de la job. Tout ça, bien sûr, en allant chercher les données d'audience de cette page de façon ô combien malicieuse. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Troisième façon de faire, tu pourrais demander à un site web de partager son pixel avec toi si tu as des bonnes relations avec l'entrepreneur derrière le site web ou le webmaster. C'est une pratique qui se fait. Moi, je l'ai faite, entre autres, avec l'entreprise LeadFox. Ça peut tout le temps être des choses, des pistes à explorer. Génial. Il y a Isabelle qui avait une question, qui voulait savoir, pour faire une vidéo elle-même, quel serait le meilleur appli ou logiciel qui serait le plus professionnel possible? Si tu veux le faire toi-même, il y a une app sur ton téléphone. Marie-Pierre, elle a fait une vidéo de ça, il y a vraiment pas longtemps, sur le portail de cours.
en proposant certaines applications, là, il y a Legend qui va très, très bien. Mélodie, tu l'utilises pour les posts de double ta valeur. Oui, de temps en temps. Ça marche bien. C'est super facile. Ça va faire des belles animations de texte. Si tu veux faire des espèces de petits mash-up vidéo avec du texte par-dessus, il y a également Quick de GoPro qui existe, que tu peux utiliser. Ça va bien, mais tu ne peux pas vraiment personnaliser beaucoup. Si tu veux faire du montage simple, puis tu peux prendre iMovie sur Mac ou encore Windows Movie Maker sur Windows. Je ne sais même pas si ça existe encore. Si tu veux vraiment avoir la solution la plus professionnelle qui existe, ben, tu prends Premiere Pro, puis After Effects. Fait que, c'est 40 $ par mois. Tu prends la suite Adobe Creative Cloud qui inclut Photoshop, Illustrator, puis toutes les autres. Ça va inclure After Effects et Premiere Pro. C'est juste qu'il y a une très grosse learning curve avec ces logiciels-là. Tu ne peux pas juste dire, moi, je vais commencer à faire de la vidéo professionnelle du jour au lendemain. Tu sors des vidéos qui sont vraiment incroyables. Autant au niveau du son que de la prise de vidéo, que du montage. Chaque champ, mais tu sais, t'en as pour ton argent là, avec ces logiciels-là. Ça va être assez... Tu m'entends-tu? Non. Là, je t'entends, ça va bien. Oh my God. OK, là, tout était avec mon portable. La caméra, le micro, est-ce que le son est correct? Ouais, le son est super bon. OK. Sérieux, c'est surprenant. T'as un bon micro sur ton laptop. Génial. OK, on continue. On t'est rendu. Fait que, OK, on va faire la question de Stéphane en premier. Hein? C'est quoi, on va la retrouver. Parce qu'il était en France, puis rendu à 1h du matin. C'est vrai qu'on est tard pas mal pour nos webinaires, pour les gens de la France. Donc, Stéphane, je pense que ta question, c'est sur le cold emailing. Comment personnaliser un email présentant sa prestation pour que ce qui me concerne du SEO orienté contenu, plus exactement ceci. Donc là, il nous envoie vers un lien vers son service. Lorsqu'on ne connaît pas son interlocuteur, qui peut être un fondateur de PME/startup ou un responsable web marketing. OK, donc, comment être capable d'expliquer son service? En fait, par email, lorsqu'on ne sait pas à qui qu'on s'adresse, puis ça peut être soit une PME ou quelqu'un qui travaille dans la PME puis qui est responsable du web marketing. Parce que le ton va probablement être différent. À cause que le webmaster, lui, va avoir des connaissances probablement plus élevées que le gars qui a sa PME. Je suppose que c'est principalement ça la nuance. Honnêtement, moi, je ferais... parce que tu as deux façons de faire ça. Soit que quand que tu t'en vas chercher tes adresses courriel, tu t'assures d'avoir ces informations-là, c'est-à-dire que tu vas segmenter ton audience au point d'entrée. Tu vas leur demander en même temps que leur email, est-ce que tu travailles pour est-ce que tu es webmaster ou est-ce que tu es entrepreneur ou est-ce que tu travailles en agence, mettons. Fait que ça va segmenter la personne, savoir c'est quoi son niveau de compétence. Ceci étant dit, moi, pour ce genre de courriel-là, ce que je fais, c'est que je vais prendre le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le plus petit taux, c'est quoi la connaissance de base que la plus grande majorité de ton audience possède. Parce que ça se peut que tes webmasters, là, c'est juste quelqu'un qui a une formation de base en WordPress ou en HTML. Cette personne-là n'est pas nécessairement experte en SEO. Fait qu'il faut quand même lui parler de la même façon que tu parlerais avec un entrepreneur. C'est sûr que ses motivations ne sont pas les mêmes. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est pas nécessairement augmenter les revenus, mais il veut quand même augmenter le trafic du site web pour son client, pour être capable d'augmenter ses revenus en fin de compte. Fait que je suppose que tu devrais, que la plupart du monde, de toute façon, ce ne sont pas des responsables web marketing, mais des travailleurs autonomes, des gens qui ont des petites entreprises, sont tout seuls, sont 1, 2, 3 dans leur équipe. Ça, c'est la grande majorité des entreprises. Fait que moi, je me concentrerais sur eux. Ou, si tu tiens absolument à faire 2 séquences courriel, tu segmentes à la base. Tu segmentes quand tu demandes l'adresse courriel avec ton lead magnet. C'est quoi tu demandes des informations pour qualifier ton lead. Puis ensuite de ça, tu l'envoies dans une séquence ou un autre. Moi, c'est comme ça que je le ferais. C'est comme ça qu'on fait également sur notre séquence de vente sur le e-book Confession d'un blogueur. On demande aux gens, est-ce que tu as un blog? Oui ou non. À cause qu'il y a une grosse différence dans le pitch de vente à quelqu'un qui a déjà un blog versus quelqu'un qui n'a pas déjà un blog et qui veut en faire un. Mais, turns out que ça n'a pas été si efficace que ça de faire 2 séquences. Ça a juste été 2 fois plus de travail parce que la grande majorité des gens n'avaient pas de blog puis ils voulaient en faire un.
Fait que j'aurais juste pu me concentrer simplement sur le plus gros bassin de population en partant et ça n'aurait pas fait une grosse différence sur mon bottom line. Anyway. Fait que concentre-toi sur le plus petit dénominateur commun dans ton audience, puis tu ne devrais pas avoir de problème. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question pour que tu puisses aller faire ton dodo? OK, un peu plus de monde. Mes devis sont entre 5 000 et 10 000 euros. Donc, toi, si je comprends bien, tu t'adresses vraiment plus à des PME qui sont bien établis, qui ont un bon chiffre d'affaires, qui, tu sais, pas juste à quelqu'un qui a un petit site on the side. Mais moi, encore là, je pense que c'est la même chose. Je pense honnêtement que tu t'adresses au MS ou encore à l'entrepreneur qui a une entreprise puis qui veut des services de SEO, même stratégie. Tu fais une séquence qui couvre les deux, puis tu y vas avec ça. C'est le plus simple, c'est le plus efficace. Puis plus tard, comme si tu veux vraiment optimiser tes séquences, fais-en deux, teste-les, mais la plupart du temps, le même pitch va fonctionner pour les deux. Parce que la différence n'est pas fondamentale, comme dans le cas blog versus pas blog. Si tu demandes à la personne, est-ce que tu as un site web ou tu n'as pas de site web, là, la différence est énorme. Parce que le gars, il n'a même pas encore de site web, fait que tu peux pas encore lui proposer des services de référencement. Sauf que si tu aurais, mettons, un service clé en main, site web plus campagne de référencement, là, ça pourrait être un pitch pour un. Puis si la personne n'a pas encore de site, tu sais, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont des millions en chiffre d'affaires, puis ils sont vraiment pas en ligne, là, puis c'est pas quelque chose qui les intéresse. Fait que tu pourrais aller, tu sais, dans la construction, les contracteurs, les entrepreneurs, dans le niveau, tout ce qui est pas techno, là, puis qui est pas des entreprises de technologie, tu sais, ça pourrait être des clients cibles. On en reparlera dans le forum. C'est bon. All right. Fait on va retourner. On va retourner dans les autres, mais là, on était rendu où? On était rendu une petite seconde. Une question de Alban qui voulait savoir le plan que tu utilises pour créer tes formations en ligne, la structure pour produire du contenu. Bon, là, on va y aller une question à fois. Le reste, ça n'a pas nécessairement de lien. Parce que il y a 5 questions en fait. Oui, il y a 5 questions qui ne sont pas nécessairement liées. Donc, la première, quel plan tu utilises pour créer tes formations en ligne? Par plan, je suppose qu'il veut dire, c'est quoi le processus, là? Fait que le premier, c'est la recherche on fait des sondages, on pose des questions aux gens pour savoir si, un, c'est quelque chose qui les intéresse réellement, et deux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir à propos de ça, c'est quoi qui les motive à vouloir en apprendre plus sur le sujet. Donc, on va se baser là-dessus pour monter un curriculum de cours en ligne, là, une table des matières avec notre vidéo de vente et notre texte de vente. Ce qu'on va faire ensuite de ça, c'est qu'on va faire une pré-vente. On va pré-vendre la formation pour tester réellement, concrètement, en termes de dollars, c'est quoi l'intérêt pour ce genre de formation-là. Est-ce que ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine? Si on fait une pré-vente, qu'on lève 30, 40, 50 000, on va le faire. Si il y a personne qui achète, ben on va juste pas la faire. Puis tu sais, s'il y a juste 4-5 personnes, tu sais, ça dépend tout le temps de la taille de ta liste. Nous autres, c'est le genre de montant qu'on serait capable d'aller chercher en pré-vente d'une formation. Mais la première que j'ai faite, j'avais une liste de 1000 personnes. J'avais été chercher 6 000 $ sur la publicité Facebook. Donc, définitivement, un très, très grand intérêt. Fait on fait le pré-vente. Une fois que la pré-vente est faite, qu'on a validé notre idée, qu'on a un cursus de cours qui est intéressant, eh bien là, on va commencer à faire la création de contenu. Ça peut prendre plusieurs formes. Nous, on fait beaucoup de vidéos. Donc, on fait une vidéo où je parle à l'écran, j'explique des concepts et ensuite de ça, je vais le montrer. Je vais filmer mon écran puis je vais montrer étape par étape où cliquer, quoi faire. Donc, nous, ça s'applique de cette façon-là à cause qu'on travaille en web, mais tu sais, ça peut être d'autres types de formats, ça peut être du texte, ça peut être de l'audio, ça peut être juste de la vidéo, mettons pour un cours de cuisine, par exemple. Tu sais pas sans podcast. Mais peut-être les parties théoriques, tu pourrais les faire en podcast, mais pas les parties pratiques. Fait que ça, c'est pas mal le processus. Une fois que c'est fait, on a un lead magnet par formation. Donc, on va chercher un e-book, une étude, quelque chose qu'on donne aux gens en échange vers adresse courriel. Les gens vont rentrer dans une séquence de vente où on va leur donner du contenu qui vont répondre à leurs questions en lien avec les réponses qu'on a eues du sondage, la première étape. Puis là, bang, 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 à toutes les semaines, 2 ou 3 fois par semaine, on va leur envoyer ce contenu-là. Et éventuellement, on va faire une séquence de vente où on va donner un petit quelque chose, juste pour donner un coup de pied dans le derrière des gens pour qu'ils achètent nos formations. Des fois, ça va être un tout petit rabais. Des fois, ça va être
une offre spéciale comme plus d'abonnements à la tranchée. Des fois, ça va être une consultation. Tu sais, quelque chose qui nous coûte pas nécessairement plus cher, mais qui va quand même donner un bon incitatif à la personne pour s'inscrire maintenant. Parce que c'est ça le problème. Les gens, ils veulent tous s'inscrire, ils trouvent tout que c'est super intéressant. Mais le problème avec le domaine des formations, c'est qu'on n'a pas le temps. Puis ça, c'est n'importe quelle formation que ça c'est. Il y a vraiment juste l'université qui n'a pas ce problème-là parce que là, il faut que tu sois présent physiquement. Puis même, il y a plein de gens là, qui s'inscrivent à l'université puis qu'ils restent 2 semaines, puis après ça, ils cancellent leur cours à cause qu'il n'y avait pas le temps finalement. Fait que ça, c'est pas mal le processus qu'on utilise pour être capable de développer, créer et vendre nos formations. Ouais, puis en lien avec ce que tu viens de dire, il y a Lélia et David qui voulaient savoir une prévente, comment on fait ça? En fait, c'est très, très simple. La seule chose qu'on a à faire, c'est on dit aux gens, allez là, sur cette page-là, et achetez la formation. On va vous l'envoyer aussitôt qu'elle est prête. Puis là, tu dis, habituellement, ce que tu fais, c'est que tu as déjà quelques vidéos en ligne là, pour que les gens puissent se faire la dent sur quelque chose. Fait que tu peux dire, on a déjà 2 heures de contenu de Fave, on va en avoir 15, 20, peu importe. Clique là-dessus, mets ton numéro de carte de crédit, achète. On va t'envoyer des emails à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu qui sort. Fait que ça peut être une façon de faire. Et puis, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Tu peux utiliser, on a commencé à utiliser Thrivecart pour faire nos ventes en ligne. Ça coûte 500 $ US, je pense, fait que 700 canadiens. On a un lien pour être capable de l'acheter que je vais mettre dans le chat. Puis, en fait, ça fonctionne très, très bien. Là. Tu fais ton offre, tu dis à la personne, ensuite, ça s'intègre avec ta plateforme de cours en ligne, là, dépendamment de ta plateforme. Et puis, tu sais, il n'y a rien de magique. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation d'un comité quelconque ou du gouvernement là, pour faire une prévente d'un produit. C'est vraiment juste de demander de l'argent au monde puis de regarder combien il y en a qui t'en donnent. Puis, il demandait aussi si est-ce que ce serait à une fraction du prix de la solution finale. Donc, j'imagine un genre de rabais en prévente. Ouais, tu donnes un rabais en prévente ou tu donnes quelque chose de spécial en prévente. Il faut que tu aies un incitatif parce que tu veux remercier les gens qui te font confiance puis qui t'encouragent de façon aveugle sans avoir vu les témoignages nécessairement des gens. Fait que définitivement, tu veux leur donner quelque chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un rabais. Je pense que je donnais 100 $ de rabais. Je suis pas sûr exactement au début. Je pense qu'au début, ma formation Facebook, je pense que je donnais la consultation. Ensuite de ça, on a donné 100 $ pour la formation sur le marketing par courriel. Mais définitivement, il faut que tu donnes quelque chose. Ça, c'est clair. Parce qu'ils prennent un risque en faisant ça. Mais sinon, tu sais, c'est le même processus de vente que n'importe quoi d'autre. Ouais, donc ça peut être un rabais ou une offre augmentée. Ouais, tu sais, ça peut être un upsell gratuit. C'est ça, comme tu disais avec tes heures de consultation qui venaient comme en bonus avec les formations. C'est bon. Il y a Stéphane qui nous dit qu'il y a un super truc pour nous tous. Un boîtier qui permet d'envoyer des SMS gratuitement. Je comprends pas trop, là. Ben, je sais pas c'est quoi. Non, on n'a pas plus de détails. OK. Lélia et David, excellent, merci pour ces trucs de ninja marketeur. Ah, faire un backflip. Mais là, j'ai mal au dos, fait que j'en ferai pas tout de suite. Là, mais oui. C'est bon. juste pour ça. Avec ta souplesse légendaire. Continuons avec l'autre question de Alban, la question numéro 2, qui était quelle est ta structure pour produire du contenu comme les articles de blog? OK. Fait, au niveau de comment est-ce qu'on prévoit nos calendriers éditoriaux, là, en ce moment, ils ne sont pas prévus tant d'avance que ça. On a une espèce de fichier où on a différentes thématiques que j'ai fait de la recherche de mots-clés, que Mélodie, Marie-Pierre, puis qu'on donne aussi à nos contributeurs. On dit, faites des articles là-dedans, puis that's it. Mais là, on est en train de planifier les prochaines années, les prochains développements qui vont s'en venir avec la tranchée, les prochaines formations qu'on va faire. Donc, idéalement, ce qu'on va faire, c'est que tu crées des e-books stratégiquement avec une série d'articles de blog. Donc, on va probablement en faire un sur la création d'une formation, puis un autre sur la création d'un e-commerce. Donc, on va faire 2 e-books distincts qu'on va écrire, en fait, sur un laps de temps, genre d'1 an, 2 ans. Ça va être des e-books d'à peu près, je sais pas moi, c'est 10-15 000 mots. Fait que 10-15 articles de blog sur certaines thématiques
qu'on wrap ensemble, on fait un lead magnet avec ça une fois que c'est prêt. Puis ce qui est le fun, c'est que pendant 1 an qu'on écrit ces articles-là, de un, ça fait du contenu qui est optimisé pour les moteurs de recherche. Fait qu'on va développer du trafic en amont de nos formations qui vont, puis un certain intérêt en lien avec ce qu'on a à vendre. Comme ça, quand on va avoir un produit à vendre, on va déjà avoir du trafic. Puis on va déjà avoir un lead magnet pour aller chercher la capture de lead. Fait que ça, c'est pas mal la meilleure stratégie. Honnêtement, c'est comme ça que j'ai fait la première fois sur mon e-book sur la publicité Facebook. Il y en avait 50% que c'était des articles de blog, 50% que c'était exclusif au e-book. Puis ça a été super, super efficace. Même principe pour mon livre sur LinkedIn, que finalement, c'est comme mon premier e-book que j'avais fait. Je pense que l'article que j'ai publié au mois d'août, c'était comment faire 3400 $ et quelques en une semaine. Mais c'était sur ce e-book-là. Sur 3 ans, ça a vendu pour 3400, je pense. Fait que, c'est pas des gros montants, mais c'est parce que j'avais pas d'upsell avec ce lead magnet-là. Bref, là, je m'éparpille un peu. Tout ça pour dire que on fait des articles de blog optimisés pour le référencement qu'on package dans un e-book qui va être le point d'entrée pour une formation. Génial. Pour continuer avec les questions d'Alban, la 3e question, à quel moment est-ce que tu as décidé de bâtir une équipe de travail autour de ta business? Quel est l'élément déclencheur? En fait, j'imagine que tu as dit que c'était le bon moment. T'as un peu. C'est parce que je suis en train de lire en même temps. C'est bon. Fini de lire. Je vais revenir avec la question. OK, c'est parce que Stéphane, il dit, il parle des SMS, mais au Québec, on n'a pas de limite de SMS. Non, c'est ça, c'est gratuit, illimité. Ben, c'est pas gratuit, mais avec le forfait. C'est ça. Ben, moi, j'ai utilisé Twilio pour les SMS de Webinar Jam. Et puis là, c'est ça, j'ai comme envoyé 40 SMS trop tantôt. Oups. Mais la façon que ça fonctionne, Twilio, c'est que ça coûte genre, moi j'ai mis 15$, puis je pense que j'en ai pour 15 000 SMS. Là. Ça coûte vraiment pas cher au Canada puis aux États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que ailleurs dans le monde, ils prennent WhatsApp, puis que nous, on prend pas WhatsApp, on prend encore les SMS pour nos interactions. Parce que nous autres, ça ne coûte rien. Fait que c'est pour ça. Fait à quel moment as-tu décidé de bâtir une équipe de travail autour de ton business? Ben ça a été... j'ai commencé par donner des textes à Mélodie pour qu'elle m'aide à les corriger parce que j'écris vraiment comme un ortho. Sans vouloir porter préjudice aux gens qui sont ortho. Je ne sais même pas c'est quoi le vrai mot pour définir ça. J'écris mal. Ben j'écris bien, mais j'écris pas très bien. Non, t'écris assez bien. Ouais, j'écris assez bien, mais il y a plein de fautes dedans. Puis j'étais curieux d'avoir des emails de monde qui me disait que j'avais plein de fautes dans mes textes. Fait que je disais à Mélo, on va s'entendre sur un rate par 1000 mots. Puis tu vas m'aider là-dedans. Fait que j'ai commencé avec Mélodie. Ensuite de ça, à cause que j'avais juste trop de demandes, puis c'était pas une de mes compétences. Puis Mélodie est vraiment bonne là-dedans. Fait qu'on a commencé comme ça. Ensuite de ça, Marie-Pierre est arrivée en juin l'année passée. Ça fait 1 an et 4 mois qu'elle travaille avec moi. Ouais. Elle a commencé sur le support courriel à cause que j'avais tellement d'emails. Je me rappelle, j'étais en voyage à Langkawi sur la plage, puis je faisais comme 3 heures d'emails par jour. C'était vraiment... c'était un bottleneck dans mon entreprise à cause que je passais tellement de temps à faire du support et à répondre aux gens que j'avais pas le temps de développer le contenu pour mes formations. Fait que je me dis, si je veux continuer à créer du contenu, puis si je veux continuer à avancer puis à créer de la valeur pour les gens, j'ai pas le choix de déléguer cette partie-là. Fait que là, Marie-Pierre est venue à temps partiel de juin jusqu'à septembre. En septembre, la business allait pas tellement bien l'année passée en septembre, c'est ironique, mais je me suis dit là, on va arrêter de niaiser. J'ai l'argent pour que tu viennes travailler à temps plein. Puis avec ça, ça va te donner du temps pour que toi aussi, tu puisses développer la business un peu de la même façon que moi. Puis c'est pour ça que là, Marie-Pierre a créé un article de blog à chaque semaine, a fait une vidéo sur l'espace membre à chaque semaine, elle m'aide à produire les podcasts, puis elle m'aide aussi à structurer tous les guest bloggers qu'on a. Fait que ça a été comme un élément clé pour être capable de créer plus de contenu à donner à tout le monde. Fait que ça, c'était important. Ensuite, ça, Mélodie, tout est arrivé en même temps que le projet Double ta valeur. Là, la tranchée, ça se pilotait relativement bien. Puis moi, j'aime tout le temps ça, me mettre un petit peu de pression pour performer. Puis j'avais le goût d'écrire un livre. Toi aussi, je sais que c'est sur ta bucket list. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire le projet. Fait que là, toi, t'es blogueuse à temps plein pour Double ta valeur. Puis tu m'as aidé pour le livre. Tu avais aussi sur ta bucket list de faire un e-commerce. Puis moi aussi, c'est sur ma bucket list. Fait que pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a lancé les couvertes The Amazing Blanket.
On en a vendu 72, je pense. Ah, cool. On continue d'en vendre à peu près une par 2 jours là, au plein prix. Fait que c'est super le fun. Puis ça, c'est le début, en fait, là, du processus. On a encore plein d'autres choses à faire. Il va y avoir d'autres mondes qui vont joindre la tranchée, c'est sûr, sûr, sûr. On n'a pas fini de faire grossir l'équipe. On a plein d'autres projets à monter, autant au niveau e-commerce que software, que des nouvelles formations, que du nouveau type de contenu. Fait que ça va continuer. Ça va continuer à grossir. Puis, fait que je pense que le moment clé pour répondre à ta question, c'est vraiment quand que c'est un besoin essentiel, quand tu peux juste plus, j'entends passer. Parce qu'il y a un danger de voir comme. C'est quoi? C'est avoir les yeux plus grands que la panse. Okay? Parce que tu t'engages plein de monde, tu n'as pas nécessairement les fonds pour être capable d'avoir ton roulement, de ton payroll, ton cash flow n'est pas bon, en fait. Il faut que tu t'assures d'avoir un padding dans ton cash flow pour être capable d'engager des gens. Vas-y, une personne à la fois. C'est pas une course. Il faut que tu prennes les bonnes personnes parce qu'une personne qui est toxique dans ton équipe, ça peut te coûter excessivement cher. C'est important d'engager des bonnes personnes compétentes qui savent travailler, avec qui tu as une bonne chimie et avec qui tu vas bien t'entendre pour qu'ils puissent se réaliser avec toi dans ton entreprise. Ouais. Génial. C'était très beau. C'était beau. C'était très beau. Question suivante. D'où viennent tes clients les plus loyaux? Est-ce que tu les as accrochés par la pub Facebook, du réseautage, du marketing de contenu, etc.? Est-ce que tu as une idée un peu de quelle façon tu as pu accrocher tes clients qui sont restés fidèles et qui sont les plus loyaux? Mes clients les plus loyaux, moi, je fais aucun réseautage. Je n'aime pas faire de réseautage. Vous ne me verrez jamais dans un 5 à 7, à moins que c'est moi qui l'ai organisé. parce que ce que je vends, ça vaut la peine de faire du réseautage quand on vend des choses à 50 000 100 000 qu'on a des grosses marges. Mais pour mon modèle d'affaires, ça fait juste aucun sens. Moi, faut que je scale mes interactions à cause que, tu sais, je vais aller chercher 1 000, 2 000 max par personne. Fait qu'il faut vraiment que j'ai un grand nombre. Donc, pour moi, ce qui était vraiment efficace au niveau de la vente de formation, c'est surtout de faire des conférences. Donc, la conférence de l'Académie Zéro Limite, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais ça a eu un retour sur investissement incroyable. Incroyable. Des gens qui ont non seulement acheté ma formation sur la création d'un blog, dont je faisais la promotion dans cette conférence-là, mais qui ont acheté ma formation Facebook, ma formation sur l'email, qui sont membres de la tranchée, qui sont engagés. Tout ça à cause que je les ai rencontrés live à l'Académie Zéro Limite. Ça a eu un excellent retour sur investissement pour moi. Et puis là, je viens de donner une conférence la semaine passée. Les ventes n'allaient pas, étaient comme mollo ces temps-ci. J'ai donné la conférence, une grosse explosion dans nos ventes la semaine passée, dans les inscriptions à la tranchée. Fait que donner des événements live, quand tu as la bonne crowd à qui tu donnes cet événement-là, qu'il y a un match là, entre le contenu de ta présentation, les attentes des gens et que tu donnes une belle performance, honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour être capable d'avoir de l'engagement. Ensuite de ça, je prends tout le temps, toutes les conférences que je donne, je m'assure d'avoir la vidéo. Donc ça, je le donne aux gens après. Les gens qui vont écouter une vidéo, qui vont recevoir de la valeur de toi, vont être beaucoup plus engagés que les gens qui font juste lire 4-5 pages ou lire un article de blog. Il y a ça. Ensuite de ça, il y a les Facebook Live. J'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Je peux pas juger encore des retombées. Tu sais, j'ai pas eu encore du monde qui m'ont dit « Ah, je t'ai découvert à travers un Facebook Live parce que j'en ai juste fait 2. » Mais je suis pas mal certain que c'est un peu similaire aux conférences, mais en moins. Donc, dans une conférence, la personne elle va venir te voir, elle va te serrer la main, tu vas pouvoir parler avec. Fait que ça, c'est vraiment cool. En même temps, ce qui est le fun, c'est que ça te rapproche de ton audience. C'est juste vraiment le fun de rencontrer le monde live. Puis les gens que tu vas rencontrer, c'est des fans quasiment à vie, à cause que là, tu as une connexion personnelle avec eux autres. Ah, la pub Facebook, c'est bon. Fais de la pub Facebook. Oui, puis pour revenir un petit peu aussi sur le sujet de tantôt, il y a Lélia et David qui nous ont répondu aussi que les plateformes de freelancers sont un bon compromis en attendant, quand on disait d'attendre d'avoir le budget de roulement pour engager quelqu'un à temps plein. Ben, si ça peut être comme pour des projets ponctuels, c'est vrai que les plateformes de freelancers, ça peut être un bon compromis. En même temps aussi pour savoir qu'est-ce que tu recherches chez un employé. Tu sais, ça peut te mettre un peu l'orteil dans l'eau, dans le bassin. Ouais, puis ça dépend, tu sais, est-ce que tu as un besoin qui est ponctuel? Tu sais, tu veux te faire programmer une petite affaire sur ton site, tu vas pas payer 80 000 pour engager un développeur à l'interne, là.
payer 500$ pour un gars en Inde qui va te faire ça sur le fly. Mais quand tu veux faire grossir ton entreprise, je pense que c'est important d'avoir les compétences à l'interne. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je suis pas le genre de personne qui va j'aime mieux engager du monde puis leader le projet que de sous-contracter à cause que la qualité est pas la même, la passion est pas la même. Tu sais, les gens, ils s'en foutent un peu de ton entreprise, ils s'en foutent un peu de ton projet. OK, qu'on l'a fait pour The Amazing Blanket. Tu sais, on a été sur Design Crowd. C'est ça qu'on a fait? Design Crowd? Oui, il me semble que oui, pour le logo. Pour le logo. Tu sais, on a reçu 60 logos. Il y en avait un qui était quand même cute. J'ai fait comme, alright, tu sais, c'est nice. Fait que ça dépend tout le temps de tes besoins. C'est-tu ponctuel ou, tu sais, on aurait pu là, le faire nous autres mêmes. Mais elle a probablement été comme dessiné, avec des petits traits à côté dessus. Non, j'aurais mis des flèches ou des éclairs. Ah, OK. Faut varier, là. Faut être créatif. Avec une licorne à côté. Puis... Exactement. Ouais. C'est bon. OK. Si on continue avec les questions, quel est le livre de copywriting qui t'a le plus influencé et qui produit de bons résultats, notamment en termes de vente? Livre copywriting, j'ai commencé mon parcours en copywriting en lisant tout le contenu de Neville Medhora, qui a le site Copywriting Course. Ce gars-là est une machine. Je vous incite à son infolette si vous êtes anglophone et décortiquer comment est-ce qu'il fait ses processus de vente. Il est très, très drôle, très sympathique. Je me suis inspiré fortement de ses processus. Ensuite de ça, le livre que j'utilise et que je recommande, c'est Great Leads. Que d'ailleurs, Mélo, tu l'as-tu lu finalement? Encore. C'est sur ta liste. C'est très, très bientôt. Là. C'est dans les prochains. C'est un livre très, très court qui dit directement, si tu veux accrocher l'intérêt des gens, tu as 6 règles. Tu as 5 méthodes, tu as une règle à suivre. Et puis, c'est super simple, c'est super facile. Tu fais juste suivre les instructions, puis tu es en business. Il y en a d'autres, là, j'ai les classiques, là, les lettres de Gary Albert. Tu sais, t'as Breakthrough Advertising, que c'est un livre que genre, tu peux lâcher pour 600$ comment ça s'appelle? Sur eBay, genre. Parce que le livre, il se fait plus imprimer, puis c'est comme la Bible du copywriting. Il est fucking long à lire, man. Il est vraiment pertinent, mais il est pas le fun à lire, puis il est long. Il est bon. Tu vas lire ça, tu vas être comme, oh, fuck, man. Puis là, tu vas être mind blown, puis tu vas écrire des bons textes. Mais honnêtement, Great Leads, tu t'inscris à l'infolette de Neville. Et si tu en veux plus, on a une formation sur le email marketing. Là-dedans, il y a 2 modules. Il y a un module complet de genre 3 heures, je pense, sur l'écriture publicitaire. Il y a aussi, je vais plugger Stanislas Leloup aussi, qu'il y a un espèce de lead magnet, que c'est même pas un lead magnet, tu donnes ça gratuitement, ça n'a aucun sens qu'il donne ça. Je vais vous donner le lien vers son truc qui était dans notre avant-dernier podcast. Je pense que c'était le 7e épisode, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Fait que son guide ultime du site web persuasif, je vais vous donner ça, c'est vraiment fort. Je vais mettre ça dans les commentaires. C'est marketingmania.fr/site persuasif. C'est genre un guide en 6 chapitres avec des podcasts, avec des vidéos. Vraiment, là, des PDF avec des checklists dessus. Puis, tu sais, vous n'êtes même pas obligé de laisser votre adresse email, c'est super sick. Ouais. Bon, hey, on a fait le tour des questions de Alban. Il y en avait 5. Il y en avait beaucoup. C'est des bonnes questions. C'est des questions vraiment pertinentes, je trouve. Qui s'adressent à pas mal tout le monde. Tu sais, c'est pas... Des fois, il y a du monde qui pose des questions genre, hey, moi, j'ai une compagnie qui fait des bas pour animaux handicapés. Tu sais, as un conseil spécifique pour moi dans mon contexte? Ouais, ça pour les autres, mais là, c'était général. Fait que c'est cool. Oui, tout à fait. Si on passe à la suivante, il y a Eric qui voudrait avoir nos meilleurs trucs et conseils pour quelqu'un qui cherche à établir une présence sur Facebook le plus rapidement possible. Et à quoi pourraient ressembler des résultats satisfaisants. Donc, si j'ai bien compris, lui, ce qui est le plus important, c'est la rapidité. C'est fucking vague, là. Ouais. Ça dépend vraiment de ton entreprise. Est-ce que tu es prêt à investir en publicité ou pas? Comme que j'ai mentionné au début, pour la publicité Facebook, ce qui est vraiment important, c'est que tu aies du contenu qui est un peu viral. Puis comme ça baisse ton coût de pub Facebook. Fait que si tu es capable d'avoir du contenu viral avec un mécanisme pour être capable de faire de l'argent avec ta visibilité,
Fait que tu mets 100 pièces, il te remet 150 pièces. Ben, c'est ça la méthode la plus facile. Tu sais, genre, t'as un entonnoir de vente qui fonctionne avec du bon contenu intéressant, comme qu'on a fait avec nos couvertes. Tu sais, tu vas avoir, comme que j'ai fait avec mon e-book sur la pub Facebook. On a mis, 50 000, on a fait 300 000. Puis, tout d'un coup, j'étais partout. Mais c'est de même que ça marche. Ça te prend un entonnoir de vente, ça te prend une façon de faire de l'argent avec ta visibilité. Tu prends l'argent que tu fais, tu la remets en pub, t'es en business. Super. Il y a Léonie ensuite qui avait une question c'est une très très bonne question, je trouve. Qu'elle dit qu'elle trouve que les e-books, pour elle, ça fonctionne pas très bien comme lead magnet. Elle a une entreprise qui offre des produits physiques ou plus précisément des vêtements écologiques et éthiques haut de gamme pour femmes. Est-ce que tu aurais une idée, toi, Olivier, de ce qu'elle pourrait faire pour générer des prospects et attirer des clients potentiels? Son entreprise, Gaïa et Dubos, un des deux, offre divers e-books sur la mode durable, mais elle trouve que ça n'attire pas nécessairement des personnes qui ont le potentiel de devenir clientes et d'acheter des vêtements. OK. En fashion, c'est moins les e-books qui vont fonctionner. Oui, tu peux donner un rabais 10%, mais tout le monde fait ça, c'est plate. Si tu veux vraiment, là, si tu veux vraiment faire de quoi de cool, tu fais de la production vidéo avec quelque chose qui va être drôle, humoristique, surtout au Québec. Les publicités humoristiques fonctionnent excessivement bien. Fait que fais une production créative qui va choquer les gens ou les faire rire. Fait que soit que ça les rend fâchés, soit que ça les rend drôles, ou soit que ça les écœure. N'importe quelle réaction qui donne l'envie de partager ça. Que ça soit bon ou pas bon, on s'en fout. Plus que tu as de visibilité, plus que tu vas faire d'argent avec ton e-commerce. C'est plate, mais c'est de même. D'ailleurs, il y a le livre Trust Me, I'm Lying de comment il s'appelle dans le gars? Qui était chez H&M, justement, qui est une compagnie de linge, qui décrit comment est-ce qu'il était capable de générer un paquet de visibilité avec des stratégies dans le genre. Fait que la vidéo, contenu provocateur, drôle, frustrant, n'importe quoi qui fait des réactions, tu mets de la pub Facebook là-dessus, c'est la meilleure façon de faire. C'est sûr que tu n'auras pas nécessairement des adresses courriel de cette façon-là, mais tu vas avoir des followers, tu vas avoir des ventes. Puis quand tu as des ventes, tu as des adresses courriel. Fait que, déjà, là, c'est pas super. Ce que tu peux faire, c'est, tu mets sur ton site web que si la personne, elle te laisse son adresse email, tu lui donnes le shipping gratuit. Fait comme ça, tu drives du trafic sur ton site. Les gens, ils voient le pop-up, ils mettent leur adresse email. Fait que tu drives du trafic vraiment pas cher sur ton site avec ton contenu provocateur. Tu ramasses leur adresse email par la suite de cette façon-là et tu rentres dans une séquence pour être capable de vendre ceux qui n'ont pas acheté. Mais c'est vraiment la meilleure façon de faire en mode. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai dit de même, là, j'ai pas de campagne que j'ai chapeauté de cette façon-là. Je veux pas non plus parler à travers mon chapeau, là. Si j'avais à faire ça, c'est comme ça que je le ferais. Puis d'ailleurs, je suis en train de discuter avec j'ai un de mes amis, Antoine. Toi, tu l'as pas vu, mais il a dit Antoine, il était supposé parce qu'on a un party d'Halloween, tu sais, ensemble. Là. Puis Antoine était supposé venir, qui est mon bon ami, qui a une compagnie de production vidéo. Puis ça fait des années qu'il m'écœure pour qu'on fasse une compagnie ensemble. Puis c'est justement... C'est ça notre plan, tu sais. Fait que je te donne les conseils que moi, je me donnerais. Mais ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Ensuite, Sylvain qui voulait savoir, est-ce que tu crois que Facebook est supérieur à AdWords? Tout est relatif, hein? Est-ce que Google, c'est meilleur que Apple? Ah oui, c'est sûr que oui, là. Mais, je veux dire, non, il n'y en a pas un des deux qui est meilleur. Je vais arrêter de me casser la tête pour trouver une comparaison humoristique. Là. Je vais juste dire les choses telles qu'elles sont. Ça dépend. C'est deux outils. Tu as un c'est un tournevis, l'autre c'est un marteau. Tu fais pas la même affaire avec les deux. AdWords, c'est pour lorsque c'est une intention de recherche. Pour nous, nos formations, AdWords, ça n'a jamais été bon. On l'a testé à plusieurs reprises. Facebook, ça a été super bon à cause qu'on va réveiller un intérêt chez les gens, où on va aller chercher les désirs qu'il y avait déjà chez les gens, puis on les canalise vers un... Nous autres, ça marche bien Facebook. Mais si on avait un assez gros volume de recherche sur « je veux apprendre à faire de la publicité Facebook », c'est sûr à 100% qu'AdWords serait super bon aussi. C'est juste qu'on est déjà référencé sur ces mots-clés-là anyway. Puis les campagnes qu'on a testées n'étaient pas rentables. Fait que ça dépend. Si tu es plombier, AdWords, great. Facebook, not so much. Si tu vends des produits avec que les gens vont pas rechercher sur Google, mais qu'il y a une impulsivité d'achat, Facebook, ça peut être une mine d'or. Puis dans le cas, mettons qu'on prend les couvertes des Amazing Blanket, il y a du volume de recherche sur The Weighted Blanket,
puis il y a une bonne réception sur les médias sociaux. Fait que les deux sont aussi bons puis ils fonctionnent en synergie. Fait que ça dépend vraiment de ta stratégie, de ton produit. Surtout de ton produit. Les deux peuvent être bons. En effet. Les deux travaillent ensemble aussi. Mettons que tu es plombier, tu t'amènes du monde sur ton site avec AdWords, tu les retargetes avec Facebook. Fait que les deux ont un rôle complémentaire. Ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Là, le prochain, c'est justement celui de Janice. Ouais. T'es encore là, Janice? C'est pas qu'elle est encore là, on va prendre sa question. J'aime comment elle a formulé sa question aussi. Ouais, il y a beaucoup de détails. On va essayer de la simplifier. Ouais. Ben, je la lirais avec la voix de quelqu'un qui présente un match d'impro. Ah, vas-y. Non, mais je trouve que ça... Je l'ai lu puis ça sonnait comme ça dans ma tête. Thématique. Facebook Ads. Contexte. Une campagne publicitaire Facebook via Power Editor qui cible les gens qui sont intéressés à économiser sur leurs primes d'assurance hypothécaire et autres assurances. Client. Courtier en assurance qui compare les produits d'assurance et réussit à obtenir les meilleurs prix répondant aux objectifs de l'assuré. Promotion, 6 campagnes identiques, mais chaque campagne cible une ville en particulier. Budget, 5 $ par jour par ville, x 6 égale 30 $ x 5 jours égale... Bon, ça, on reviendra tantôt pour les chiffres, pour les trucs 150 $ par jour. Oui, 150 $ par jour. Chacune de ces campagnes a 6 images qui s'affichent at random. Intérêt majeur, assurance, assurance hypothécaire, assurance vie, assurance invalidité, assurance voyage, etc. Problématique. Facebook a eu de la difficulté à trouver des gens qui correspondaient aux critères définis et a suggéré d'augmenter les intérêts. D'accord, on a ajouté immobilier, hypothèque, maison, premier acheteur, etc. Mais à l'avis de Janice, on va pêcher dans l'Atlantique au lieu que dans un lac privé en faisant ça. N'y a-t-il pas contradiction? Est-ce que ça va à l'encontre de la réputation de Facebook de nous... Là, il y a comme une faute. Vraiment cibler la clientèle recherchée. Ouais, c'est parce que sur Facebook, tu sais, le pitch de vente, tu sais, on est capable d'être hyper précis comme un sniper. Fait qu'on va aller chercher plein de personnes parmi la foule. Et c'est pas à cause que tu cibles l'entièreté du Canada que ce n'est pas vrai. Je vais m'expliquer, à cause que ça a l'air d'être une contradiction, mais ça ne l'est pas. Facebook possède un algorithme et c'est l'algorithme de Facebook qui est excessivement précis. Tu es capable de mettre des contraintes à l'algorithme de Facebook. Tu es capable de lui dire, genre, limite-toi à ce scope-là et fais ta magie. Sauf que si tu élargis ton scope, il va pouvoir essayer d'être le plus intelligent possible quand même et cibler les gens avec une très, très haute précision en se basant sur qu'est-ce que Facebook pense qui va être le plus efficace pour toi. Fait l'idée, c'est quand tu fais ton ciblage Facebook, faut que, bien sûr, que tu testes la taille de ton audience. Fait que là, toi, dans ton cas, tu y vas par ville, ce qui est très bien. Ce qui serait intéressant pour toi, en le faisant par ville, ça serait d'avoir là, des images qui sont at random. Moi, ce que je prendrais, ce serait des images qui sont très spécifiques aux différentes villes. Donc, des landmarks particuliers de Montréal, de Mirabel, de Joliette, peu importe. Et ensuite de ça, de dire votre conseiller numéro 1 dans tel quartier. OK? Et moi, ce que j'avais vu qui se faisait, qui fonctionnait très bien chez les courtiers immobiliers, c'était de dire numéro 1 dans Westmount, votre conseil, votre courtier dans comment ça? Moi, je connais pas les quartiers, Sophie, à Montréal. Là. Je suis tellement en poche. Dans la Chine, je pense que c'est un quartier. I don't know. Anyway, sur le plateau, mettons. Fait que tu mets le nom de l'endroit que tu vises dans tes publicités, ça va augmenter ton engagement. Bref. Fait que toi, s'il va très petit, puis tu essaies d'être le plus précis possible, mais tu pourrais tester aussi faire une campagne qui va cibler l'entièreté du Québec et laisser Facebook faire. Puis tu te fies sur tes métriques de performance pour être capable de savoir si ça a été pertinent ou pas. Et puis, je suppose que vu que tu es en assurance, tu as un suivi Google Analytics sur ton site web à savoir qui a été capable qui est venu sur ton site et qui a converti. Donc, ce que tu pourrais faire, ce serait simplement de t'assurer de mettre tes paramètres UTM correctement sur chacune de tes campagnes pour être capable de voir le suivi sur ton Google Analytics, quelle campagne a converti. On a une formation sur le portail de la tranchée qui explique là, les paramètres d'URL, donc les paramètres UTM de Google Analytics vont être expliqués à l'intérieur de cette petite formation-là. Fait que moi, honnêtement, oui, c'est une contradiction, mais ça ne l'est pas réellement. Puis, essaie de cibler plus gros.
puis regarde qu'est-ce que ça donne. Puis 5 $ par jour par ville, c'est pas toutes les villes qui ont la même population. Fait que ça fait en sorte que ton budget aura pas nécessairement... Tu n'auras pas le même bid par population. Là. C'est pas proportionnel. Il faudrait que ça le soit, idéalement. T'sais, si tu vises Montréal, puis tu vises Shawinigan, 5 $ par jour à Shawi, c'est immense. 5 $ par jour à Montréal, not so much. Bon point. Guillaume, c'est ça qu'il met. Il met 3 $ par jour à Shawinigan, puis tout le monde, il s'en fait connaître dans la rue. Là. C'est notre cousin qui est tatoueur. C'est tellement maillet, là, comment que juste un petit budget là, dans une petite ville, là, ça fait le tour rapidement. Ah, c'est bon. Bon. Il y avait Michel dans les commentaires qui voulait savoir j'aimais 100 $ par jour sur Facebook en pub. Les résultats sont bons. Si je mets 1000 $ par jour, est-ce que je vais avoir 10 fois plus de résultats? OK, on a skippé Stéphane à cause qu'on y a répondu tantôt. Tu es à game. Allez, essaye. Là, ça, c'est dans les questions, genre dans les commentaires. OK, dans les commentaires. Ah, OK! Je suis confus, là, parce que des fois, moi, je suis plus visuel, là, plus auditif. Fait que j'ai lié en même temps. OK, fait que si tu mets 1000 $ par jour, est-ce que tu vas avoir 10 fois plus de résultats? La réponse est non. Je l'ai essayé. Ne fais pas ça. OK, don't do that. C'est catégorique. Okay, non. Si tu veux tester, augmenter ton budget, duplique ton groupe d'annonces. OK, duplique-le 2-3 fois. Puis mets, mettons, 200 $ par jour par nouveau duplicateur. Regarde comment ça va. Et à cause que quand tu vas changer ton budget, ça va changer l'optimisation que Facebook fait de ta campagne. Et ça se peut que tes résultats soient catastrophiques. J'ai justement eu un rencontre avec un gars de chez Facebook cette semaine parce qu'on a rendu avec un account manager qui me donne des trucs. Et il m'a dit, augmente ton budget à place de faire des... Moi, j'ai dit non, man. C'est une bonne pratique d'augmenter son budget selon Facebook, mais c'est vraiment pas une bonne pratique quand tu fais de la gestion de compte Facebook. Par expérience, le deuxième épisode du podcast avec Philippe Kiprianou, non, c'était le 3e épisode où il me donnait des trucs de publicité Facebook. Je recommande fortement d'aller regarder ça. C'est latranchée.com/3, si je me trompe pas. Tu cliques tes groupes d'annonces pour être capable de voir si ça va être capable d'augmenter tes résultats. Puis je vais envoyer également dans les commentaires la formation sur les paramètres du RL pour être sûr que tout le monde puisse la trouver. Qui est dans la formation les essentiels du web. Donc ça, c'est un espèce de module qui est plus technique, à cause que je crois beaucoup en... Hey, moi, je suis rendu flou, man. C'est vraiment gossant, ça. Focus sur ma face, merci. C'est plus technique à cause que j'ai comme la pensée fondamentale que la littératie du code, puis savoir comment est-ce que ça fonctionne, ça va complètement changer ta vie quand tu es un entrepreneur, surtout un entrepreneur du web. C'est bon être capable de faire un site web avec WordPress, mais quand on comprend les processus en arrière, ça change, tu es vraiment plus efficace. Il y a Jean-Sébastien qui fait notre formation AdWords, qui a commencé à apprendre le 3 mois, puis il est comme, oh my god, allez, je capote comment ça change ma vie. Là. Fait que, allez regarder le module, il y a vraiment plein de stock dedans, c'est super cool. Puis ça, c'est assez technique. On parle là, des paramètres d'URL, la logique en arrière de comment est-ce que le navigateur comprend l'URL que tu y envoies. Fait que c'est technique, mais en même temps, c'est facile à comprendre, puis ça va te donner une bonne compréhension de comment est-ce que ça fonctionne, justement, des URL. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives quelque part et que c'est la page qui t'affiche. Ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça super passionnant, là, mais c'est peut-être pas nécessairement tout le monde. Puis, tu sais, je l'ai dit, quand tu fais tes liens d'affiliation là, dans tes articles de blog, c'est justement, des fois, là, ton paramètre d'URL, mais il faut qu'il soit bien configuré. Puis, si tu comprends pas la structure de ça, ben ça se peut que tes liens d'affiliation, ben, t'es fasses tout croche. Ce qui fait en sorte qu'Oli Oli n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe, mais là, avec mes liens d'affiliation, tu veux me ruiner. Sur le standing desk, genre, qui m'aurait fait faire une fortune. Ah, écoute, on se reprendra. Il y a la question suivante, en fait, c'était une question de Michel. Je ne sais pas si c'est le même Michel. Juste regarder si, avec ce que tu viens de dire, que tu aurais répondu, quel serait un bon taux de conversion en dollars pour un produit qui peut rapporter jusqu'à 1000 $. Pourquoi les taux de conversion de Facebook peuvent varier du simple au double ou voire même triple d'une journée à l'autre? Son taux de conversion est toujours meilleur quand il commence une campagne.
est-ce une stratégie Facebook pour faire augmenter les budgets? Donc, tu as répondu en partie. Je vais répondre quelque chose. Je vais répondre le secret de la publicité Facebook que aucun expert ne veut que vous sachiez. Ce secret est bien gardé et n'est pas très populaire à cause qu'il est vraiment plate. Quel est-il? Un enchère, ça suit... Un enchère qui se base sur les comportements des gens suit une loi aléatoire. OK? C'est une distribution qui est probabiliste. C'est-à-dire qu'on est capable, avec des gros samples, d'aller chercher des probabilités, mais qu'il y a un gros intervalle dans sa distribution. Fait que ça veut dire que, vu que c'est un petit peu du hasard, ça se peut très, très bien que quand que Facebook, il monte ta publicité en premier, ben, il tombe sur 500 personnes qui sont excessivement engagées avec ton contenu. Là, il clique toute la gang. Fait que là, Facebook, il dit « Oh my God, c'est donc bien bon, ça, comme contenu. » Et puis, il va baisser ton coût par 1000, ton score d'engagement va être bon. Fait que ça va pas te coûter cher, tu vas avoir plein de résultats. Puis là, il continue à t'envoyer du trafic, en pensant que ça va tout le temps rester bon comme ça. Et puis là, il se rend compte, oh my God, j'ai fait une erreur dans mon intervalle de confiance. Puis le monde, finalement, il trippe pas tant que ça sur ton contenu. Fait que ton CPM va augmenter, ton score de pertinence va baisser et ça va faire en sorte que tu vas payer plus cher. Fait que ça peut faire ça, autant que ça peut faire le contraire. C'est du hasard. Et c'est complètement normal. Faut pas qu'on capote avec ça. C'est juste fait comme ça. Et puis, ça se peut que maintenant, ça revienne bien. C'est pour ça que quand je regarde mes publicités, moi, mettons sur le e-book Facebook, les différents lead magnets qu'on a, des fois, tabarnak, ça coûte 2,5 piastres par adresse email. Mais là, moi, si je me mets à capoter et que je change toutes mes campagnes, là, ça se peut que j'empire la situation. Fait que ce que je me dis, c'est que je regarde les 14 derniers jours, puis des fois même les 30 derniers jours. Si ça fait un mois là, que je paye 2,50, là, il y a un problème. À cause que d'habitude, ça va se rétablir tout seul in the grand scheme of things. À cause que ce serait très, très improbable que ça reste une bad luck aussi longtemps. Fait que là, tu vas aller modifier puis tu vas aller faire tes optimisations. Sauf que si tu regardes ça jour après jour, là, tu vas venir fou à cause que tu as une variation quotidienne qui fait aucun sens. Puis essaye pas de déduire du sens de tout ça. OK? C'est comme des gens qui essayent de se faire des stratagèmes pour être capable de gagner à la loterie 649 en se basant sur les astres ou sur le nombre de lettres dans ton nom, sur n'importe quelle maudite niaiserie. Là, OK? C'est du hasard. Ou arrête d'essayer de comprendre le hasard. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Puis l'astrologie, c'est quoi? C'est l'astronomie, qui est niaiseux, c'est l'astrologie? C'est l'astronomie. L'astronomie, c'est les étoiles. L'astrologie, c'est les signes astrologiques. Genre, OK, ouais. Toi, t'es Lion, moi, je suis Scorpion. Ça, c'est l'astrologie. OK. Fait que l'astrologie, c'est pas une bonne façon de faire ses optimisations. Oh non? Facebook, non. Malgré que, sais-tu quoi? C'est ça qui est drôle avec le hasard. C'est que si on se prend un algorithme qui monte et qui baisse tes bids en fonction de l'astrologie, là, mais genre, tu as un pourcentage de chance qui ferait en sorte que s'il y a 1000 personnes qui font ça, aux États-Unis, genre au Canada ou peu importe, il y a 1000 marketeurs qui font ça, c'est sûr et certain qu'il y en a un qui va avoir été super chanceux, qui va juste avoir eu des bons résultats avec ça. Puis là, lui, il va faire un programme secret, genre avec comme les meilleurs trucs de marketing. C'est ça qu'il va vendre au monde, genre, puis lui, dans sa tête, il va avoir raison. Puis tous les programmes en bourse, tous les programmes de Bitcoin, toutes ces hosties de shit-là qui se basent sur l'étude du hasard, là, c'est basiquement juste du monde qui ont gagné à l'auto puis qui essaie de vendre leur façon, comment est-ce qu'ils ont gagné à l'auto avec l'analyse de leur nom à du monde en brandant ça comme si c'était genre une loi universelle. C'est pas une loi universelle. C'est juste, t'as juste été chanceux, man. Je suis désolé de te l'apprendre. Mathieu en réflexion. La question. Moi, je commence à m'apprendre du whisky et tout, là. Oui. C'est bon, ça reste cohérent, donc on va continuer. Ça m'en prendrait trois autres de plus là, pour commencer à balbutiner. 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 C'est quoi? Balbutiner. C'est pas check, bon. Hein? Balbutiner. J'aime ça. T'as inventé un nouveau mot. Mais inquiète-toi pas, je vais te le dire, mais que tu commences à balbutiner un peu trop. Question suivante qui vient de FX. Justement, Pascal, juste dire tantôt, oui. Le livre Trust Me, I'm Lying, Confession of a Media Manipulator. Il y a Pascal qui vient de dire, l'auteur, c'est Ryan Holiday. Fait que je vous recommande fortement d'aller regarder ses livres. Ego is the Enemy, puis celui que je viens de mentionner sont super bons.
OK, Milo, j'ai coupé la parole, m'excuse. Pas de problème. FX Michaud qui disait que lui, il y a 3 boutiques en ligne. 2 avec Shopify, une en anglais, l'autre en français, qui s'adresse à l'international et pour augmenter le SEO. Avec un meilleur look aussi. Puis la 3e boutique, c'est une avec le CMAQ, les métiers d'art, pour le marché québécois avec votre site.ca, ton préféré. Moins beau look. Est-ce que c'est, entre guillemets, n'importe quoi comme façon de faire? Est-ce que c'est compliqué de rediriger les gens selon leur lieu géographique? OK. Shopify est vraiment pas fait pour gérer 2 langues. Il y a un plugin pour ça qui s'appelle Langify qui fonctionne, mais c'est pas la grosse coche au niveau SEO. Il n'y a pas de date encore sur quand est-ce que Shopify va régler ça. Fait que je ne sais pas c'est quoi la complexité du site là. Puis si tu as beaucoup de contenu, si tu as vraiment beaucoup de contenu puis que tu aurais besoin d'augmenter ton SEO, peut-être qu'une approche avec WooCommerce serait mieux. La transition se fait bien. Là. Tu peux importer et exporter, ça se fait super bien. C'est juste que c'est du gossage. Pour un autre, est-ce que dis-moi là si tu comprends la question de la même façon. Est-ce qu'il y a 3 sites différents avec le même produit? C'est ça, je me demande. Je suis en train de relire la question pour comprendre. Parce que non, c'est pas compliqué de rediriger les gens selon leur lieu géographique. C'est pas compliqué, mais c'est vraiment pas une façon optimale de faire des trucs. Je sais pas c'est quoi le CMAQ. C'est les métiers d'art québécois. Pour le marché. C'est quoi le C? Je sais pas, je vais aller voir. CMAQ. C'est pas grave, anyway. Le conseil des métiers d'art. Conseil des métiers d'art québécois. Du Québec, all right. Mais non, c'est ça. D'après moi, il y a 3 sites pour 3... Non, ça semble être comme le même produit parce qu'il dit pour le marché québécois que c'est spécifiquement avec votre site. Là, je sais pas, quoi que... Idéalement, au niveau SEO, si tu veux faire ça, 3 offres différentes pour 3 régions différentes, c'est important d'avoir la balise hreflang qui va dire pour cette page-là, la version canadienne, c'est ça, la version anglophone, c'est ça, la version française, c'est ça. Fait que toi, la FR, le code de langue là, pour le Québec, c'est FR-CA, donc français-canadien. Donc, il y a juste le Québec qui rentre là-dedans. Fait que pour le Québec, ça pourrait être ça et tu pourrais rediriger automatiquement la première fois selon l'adresse IP de la personne vers la version au Québec et vers la France s'il est en Europe puis vers le site anglophone par défaut là, si la personne est à l'extérieur du Québec puis que son navigateur est en anglais. Ceci étant dit, 3 sites pour ça, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Je pense que tu aurais un meilleur mix avec WooCommerce et WP Multilanguage. Je vais sortir le plugin exact là, qui gère ça. C'est wpml.org. Je vais mettre le lien dans le chat. Puis, je viens de voir, j'avais cliqué sur un des liens qui nous a été envoyé tantôt par quelqu'un dans l'audience. Je voulais le caler tantôt, mais là, je viens de le retrouver en changeant d'onglet. Elle fait de la musique pour les chats. Ouais, j'ai vu ça passer moi aussi. Je l'avais envoyé à notre mère qui a beaucoup de chats, qui aime beaucoup les chats. Je trouvais ça drôle. C'est cute comme produit. Ouais, de l'amour en musique pour votre chat. C'est cute. J'aime ça. Toi aussi, mais là, t'as quand même pas mal de chats. Fait que... Ouais, it runs in the family. Moi, les miens sont en pluche. Ouais, c'est ça. En plus, je suis sur tes chandails. C'est moins de trouble. Ouais, en effet. Bon, on s'éparpille un peu. Ouais. Ben écoute, je pense qu'il nous reste juste une question, en fait. Ouais, je pense que oui. Ben, 2 en fait, de une personne. Ouais. Amélie, qui avait 2 questions, mais que la première est la plus pressante. Donc, je te la lis. Je fais de la gestion de communauté et concours Facebook et de la rédaction web, infolettres, etc. J'approche mes clients pour les aider à se vendre plus ou mieux en utilisant le web. Lors de l'élaboration de la stratégie qu'on met en place, le client s'attend à un retour sur investissement. Question. Donc, quelles seraient, d'après toi, Olivier, les 2-3 principales stratégies web que je peux mettre généralement en place pour donner du résultat à mes clients? Donc, quelque chose de concret et mesurable. Je veux offrir du retour sur investissement. Disons qu'on ne fait pas de la pub Facebook dans les stratégies. Exemple, je prends
un de mes clients qui a une clientèle existante en massothérapie qui veut plus de rendez-vous et plus de clients. On envoie une infolettre une fois par mois qui renvoie vers le blog et la page Facebook. La page Facebook publie du contenu pertinent, inbound marketing, et on promouvoit l'article de blog qui est sur le site du client où on peut prendre un rendez-vous, etc. Est-ce que je suis dans le champ avec ça? Ah, t'es dans le champ, là. T'es genre à 15 pieds à côté de la vache. Mais non, c'est pas vrai, t'es pas dans le champ. En fait, la question, là, je vais la reformuler pour qu'elle soit plus simple à attaquer. C'est quand tu fais de la gestion de communauté pour des PME, c'est excessivement difficile de justifier un bon ROI sur le travail que tu fais. Comment est-ce qu'on fait? Donc, pour être capable de faire ça, il y a différents outils pour être capable de t'aider à en faire plus pour moins d'argent. Le premier étant Meet Edgar, qu'on utilise avec la tranchée, avec toute ta valeur, qui fonctionne bien. Ça va te permettre de mettre une bibliothèque de contenu, donc 100, 200, 300 posts. Fait que tu factures pour créer 300 publications one shot. Tu factures ça à l'heure ou en package, peu importe. Et puis, ça va se publier de façon aléatoire selon un algorithme. C'est pas complètement aléatoire, là, c'est selon un algorithme que Meet Edgar ont monté pour optimiser l'engagement sur tes posts over time. Fait que tu vas décider à quelle heure mettre quel type de publication. Là, tu vas avoir plusieurs bibliothèques, donc des citations, des articles de blog, des podcasts, des nouvelles, peu importe. Et tu dis, le mardi, on met tel type de contenu à 4 heures. Le mercredi, on met un autre type le matin, un autre type l'après-midi. Fait que c'est super bien fait. Ça va te permettre de complètement automatiser cette partie-là. Il va juste avoir un bulk d'heures à charger au début et le client va pouvoir avoir son ROI, pas sur une semaine, non, sur 4 ans s'il veut. Ça coûte 700 $ par année. Fait qu'il va juste avoir à payer son 700$. Puis après ça, c'est ce que ça va y avoir coûté pour créer son contenu dans toute l'année. Fait que déjà là, ça baisse les coûts énormément pour ton client et toi, ça te fait vraiment moins chier de tout le temps avoir à créer du nouveau contenu tout le temps. Tu le fais en batch, c'est réglé, on n'en parle plus. L'autre bout de la question, c'est on fait un infolette par mois pour mon client qui ramène les gens vers un article de blog. Si tu veux faire une infolette qui va générer des rendez-vous, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un texte de vente. Il faut que tu crées des emails similaires à ceux que j'envoie, similaires à ceux que Marie-Pierre envoie, où tu vas partir du problème des gens, tu vas aller décrire leurs problèmes avec le plus de détails possible, à cause que plus qu'on détaille un problème, plus que les gens vont avoir l'impression qu'on possède la solution, fait que plus qu'ils vont être, plus que ça va être facile de leur vendre à cause qu'ils se disent enfin quelqu'un qui me comprend, enfin quelqu'un qui a pris le temps d'apprivoiser le problème que j'ai. Et quand que tu verbalises les frustrations des gens, là, c'est vraiment insane comment que ça fait baisser les barrières et que ça l'ouvre les gens à la communication, au service, à peu importe. OK? Puis ça, by the way, c'est une stratégie qui fonctionne en vente, ça fonctionne en négociation, ça fonctionne avec tes relations interpersonnelles, ça fonctionne dans n'importe quel contexte. OK? Verbalise les émotions négatives des gens. Comme ça, quand tu mets des mots sur qu'est-ce que les gens ressentent, ça libère l'émotion. Quand tu peux nommer quelque chose, on dirait que ça change ta relation avec cette chose-là. Fait que, super fort. Fait que quand tu fais des textes de vente, parle du problème et ensuite de ça, on a parlé de framework de vente au dernier podcast, l'avant-dernier podcast. Informe-toi sur les différents frameworks de vente d'infolettes et augmente ta fréquence d'envoi. Un par mois, c'est pas assez. Fais-en au moins un par semaine. Il y a des gens qui en font 3. Hey, je parlais avec Phil qui prie à nous, puis lui, c'était 1 par jour. OK, 1 par jour, c'est peut-être intense pour du monde qui vont se faire craquer le dos une fois par mois, là. Mais si la personne a fait un opt-in pour être capable de recevoir quelque chose, et puis que tu lui envoies, je sais pas, un lead magnet, une vidéo, n'importe quoi, OK? Tu peux lui envoyer pendant une semaine un courriel par jour. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Ça va bien convertir. Tu vas augmenter tes rendez-vous avec ça. C'est sûr. L'autre chose que tu peux faire pour être capable d'avoir un bon ROI sur Facebook, c'est implémenter les chatbots. Le dernier épisode du podcast que j'ai fait avec Robin Vézina nous parlait d'une stratégie de concours pour être capable d'augmenter les ventes de ses clients en utilisant ManyChat. Et ce qu'il m'a dit, c'était ça. Il y a des clients qui nous appelaient à cause qu'ils voulaient arrête la promotion, j'ai trop de clients. Arrête tout. Ça, on peut plus en prendre, OK? Les chatbots, ça peut être un quick win au niveau de la gestion des médias sociaux. Et lui, il y a un agent, justement, qui fait exactement les mêmes services que toi. Et c'est la solution qu'il était capable de trouver pour donner un petit quick win ou deux en partant avec son client pour être capable d'aller chercher la confiance pour faire des choses plus à long terme. Puis, si jamais tu veux rentrer en publicité Facebook avec tes clients, ce qui fonctionne excessivement bien,
pour être capable d'avoir des revenus rapidement, ce sont les campagnes de remarketing. Parce que tu prends les gens qui ont été sur leur site, tu leur fais de la pub. C'est sûr que c'est super important d'avoir un suivi des conversions sur tes publicités pour être capable de savoir, tu sais, je t'ai rapporté tant d'argent. Quand on parle de service, ça peut juste être un coupon. OK? Tu proposes un coupon ou tu proposes un chatbot spécifiquement aux gens qui ont tu fais en sorte qui ont été sur ton site web, et puis tu fais en sorte que le rendez-vous se prenne à partir de ton chatbot Facebook, ou que si la personne passe par email, ben qu'elle utilise, qu'elle se présente, mettons, en clinique avec le email pour être capable d'avoir 50% de rabais. Des choses comme ça. Je l'avais fait avec un gym. Ça avait super bien fonctionné, ce 50% de rabais sur l'abonnement annuel, puis on sait tous que le monde y vont 2 fois, puis il arrête après. Fait que lui, ça y avait, je pense, généré 3000$ pour comme 130$ en pub Facebook. Là. Fait que les coupons, plus d'emails, les chatbots, automatise ces processus avec Meet Edgar. C'est bon. Puis elle a dit, là tu parles de Meet Edgar, elle a dit qu'elle utilise Buffer. Buffer, c'est parce que ça ne va pas recycler ton contenu. Oui, c'est ça que je trouve vraiment fantastique avec Meet Edgar. Pour vrai, c'est tellement un bel outil. Ah, man, moi, j'en fais plus la gestion de médias sociaux, là. Ça se fait tout seul. Ça facilite la vie parce que Buffer, il faut à chaque publication, il faut que tu retournes dans Buffer, que tu réécrives le texte, que tu remettes l'image, tandis que dans Meet Edgar, il va automatiquement recycler ton contenu qui est pertinent, puis c'est un super bel outil. Tout se fait très fluidement. Solide, Meet Edgar. Je regrette pas d'avoir investi là-dedans. Je dis Buffer, mais en tout cas, je voulais dire Meet Edgar, ça j'ai dit Buffer. Comment ça être tard? Puis elle a dit aussi dans le restant de sa question, si il y a une façon pour le client d'être plus rentable pour le même argent, dans le sens d'axer plus sur le blog, moins sur les publications Facebook, d'enlever l'infolettre, de faire un funnel sur son site ou de la pub Facebook à la place. Autrement dit, sur quel pied danser, qu'est-ce qui peut être le plus rentable pour l'argent qu'on dépense? La chose la plus rentable à très, très long terme, c'est le référencement. Tu veux investir en création de contenu qui va bien se référencer à long terme. Sauf que ça, on parle d'une time window de 3-4 ans. OK? Puis ça, le client ne comprend pas ça. C'est trop long, 4 ans. Fait que ça va être très, très difficile de mettre ça en priorité à cause que la personne va avoir l'impression de brûler son argent puis de jamais le revoir. Fait que puis je comprends parfaitement, c'est correct comme ça. Fait que ça, c'est la première option qui, selon moi, est le meilleur investissement à long terme, créer du contenu optimisé pour le référencement. Deuxième, je parle pas genre d'acheter des liens à gauche puis à droite sur des répertoires douteux, là. Je parle vraiment de création de contenu de très haute qualité optimisé pour le référencement. Donc, la deuxième chose que tu peux faire pour augmenter les revenus pour le même argent, c'est simplement d'automatiser le plus que tu es capable. Tes courriels, OK? Écris-les d'avance. Fais-toi une séquence. T'envoies quoi, là? Un courriel par année, mais à la place, un courriel par mois, par année, ça commence à. Ça fait pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça peut peut-être augmenter à 2, tu sais, au moins. Fait que, mettons que tu écris un courriel par mois, puis tes courriels sont vraiment bons, puis tu te forces vraiment à chaque mois pour faire des très bons courriels, mais fais juste prendre les 12 derniers courriels, tu les prends, tu fais une séquence. Puis la personne, après ça, une fois, tous les 2 jours, elle va avoir tes meilleurs courriels que tu t'es forcé pour faire pendant 24 jours. Puis même plus que ça, là, tu peux y aller. Là. Nous autres, on a des séquences qui durent pendant 2 mois et demi. C'est-à-dire que tu vas rien recevoir d'autre que cette séquence-là qui a été parfaitement faite pour être capable de répondre à ton besoin particulier selon les intérêts que tu nous as démontrés. Fait que automatise le plus que tu es capable. Puis la gestion de communauté, tu sais, on en a parlé tantôt, ça, tu peux l'automatiser aussi. Ta publicité aussi, tu sais, t'es pas obligé de faire de la gestion à tous les jours là, de tes pubs, de regarder si ça a bien marché, tu fais des tweaks, comme que j'ai mentionné, surtout avec des plus petits budgets. Il y a tellement de hasard dans la publicité que, tu sais, si tu mets 1 pièce par jour, ça sert à rien de la tweaker, là. OK? Laisse-la runner, fais des petites campagnes avec des petits budgets, 5, 10, 15, 20$ par jour, qui vont mener vers des opt-ins, qui vont mener vers des séquences automatisées, puis en même temps, tu as ton Meet Edgar qui roule. Puis, tous tes courriels sont écrits d'avance, tu n'as plus rien à faire, puis tu peux te concentrer sur qu'est-ce qui va te donner des résultats à long terme, qui est ton SEO, à cause que tout le reste va être sur l'autopilote. C'est MailChimp qu'elle utilise pour les courriels, donc ça, c'est
Tu peux faire l'automation aussi. Ça, On a pris MailChimp pendant 1 an, 2, 3 ans, moi que j'ai utilisé MailChimp. Ce qu'on prenait chez Voyage à rabais. ActiveCampaign est beaucoup mieux pour les logiques de séquence, mais MailChimp, quand tu as une séquence ou 2 séquences, il n'y a pas de problème. Génial. Sa deuxième question maintenant, je vais te lire ça, Olivier. Elle dit, bon, j'ai déjà des clients, oui, mais maintenant, je dois affiner mon offre et connaître ce qui me différencie de mes compétiteurs et connaître mon client cible. Parce qu'en ce moment, j'ai plusieurs types de clients et j'ai l'impression d'aller dans tous les sens. Question. D'après toi, laquelle de ces 3 options serait idéale? Focuser sur un sujet, exemple, bloguer sur le sujet de la finance et travailler avec des clients dans la finance, ce qui fait que je me spécialise, ou affiner mon copywriting et cibler les boîtes de com pour offrir un service d'écriture persuasive, SEO, etc., ce qui serait tout aussi intéressant, ou, encore, je cible les entreprises qui veulent du retour sur investissement, armées de bonnes stratégies et entourées de collaborateurs, je garantis mes résultats. Et oui, j'oserais. Alors, avec ton expertise, tu dirais la demande et le fun est où dans ces 3 options? Merci infiniment. Je vais juste prendre un instant pour relire. Là. Ouais, non, c'est une question, une longue question. OK. Fait que dans le premier cas, on parle de se spécialiser dans une niche et d'offrir des services uniquement à des gens de cette niche-là. Dans le deuxième cas, on dit se spécialiser en écriture publicitaire et offrir ses services à des agences. Et dans le troisième, être un petit peu plus général puis faire un service stratégique pour des entreprises. Donc, la première option, selon moi, là, tu vas peut-être avoir une autre opinion sur le sujet, mais de mon impression, je dirais avec la première option. Voici pourquoi. Tu te spécialises dans une niche qui a faim. Okay? Il y en a plusieurs. Les conseillers financiers, là, c'est du monde qui sont vraiment pas techno. On en a un sur la tranchée. Il est super techno. C'est le seul au Québec. Je te le garantis. Il n'y en a pas. J'ai fait des consultations, dans le temps que je faisais des consultations avec des gens dans ce domaine-là. Et c'est des gens qui ont beaucoup de moyens financiers et qui sont prêts à aller de l'avant. C'est sûr qu'ils sont très peureux dans leur marketing. Si tu es capable d'en trouver, qui foncent, ça va être super bon. Et surtout, si tu es capable d'avoir des stratégies très, très spécifiques pour eux autres et de leur apporter des résultats encore mieux. Fait que les conseillers financiers, les courtiers immobiliers, les vendeurs de voitures, OK, toutes des niches hyper payantes avec beaucoup d'argent sur table. Tout du monde qui met des gros budgets habituellement en traditionnel et qui sont en train là, de progressivement mettre de l'argent sur les médias sociaux et de commencer à apprivoiser la bébite qui est Internet. Ils sont comme 20 ans en retard. Fait que, moi, j'ai l'impression que l'argent est là. Le premier produit que je voulais faire, Mélodie, c'était avec notre cousin Friendly sur les courtiers immobiliers. Finalement, j'ai fait une formation plus générale. Mais ça se serait vendu, on aurait pu vendre ça plus cher et ça aurait probablement été un très, très bon investissement. Oui, non, je suis d'accord avec toi avec la réponse à les 3 aussi. Oh, non, mais c'est parti! Hey, ça aurait été... c'était la dernière question, de toute façon. Ça aurait été une expérience assez funky de faire ce webinaire-là qui a quand même duré là, 2 heures. On va faire un montage pour le replay. On va mettre ça sur YouTube. Puis on va couper là, le bug technique dans le milieu. Bon, Mélodie vient de rejoindre la salle. Et puis, pas de problème pour la longueur, Amélie. En fait, ça nous a fait plaisir de prendre le temps de répondre à tes questions. Merci d'être resté jusqu'à la fin à cause que on a eu quand même beaucoup de stock à passer. On a eu, je te dirais, 15 questions, même plus que ça parce qu'il y a des gens qui avaient plus qu'une question. Fait qu'on est vraiment content d'avoir pu prendre le temps de répondre à tout le monde. Rebonjour, Mélodie, by the way. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ça a juste... OK. OK. Bon, c'est ça. Yes! C'est ça. Fait que, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'être resté. Au début, je ne sais pas comment on était. Je pense qu'on était 18, quelque chose 18. Dans le genre. Il y en a quand même 12, 13 qui sont restés après. On s'excuse vraiment pour le bug technique. C'est vraiment frustrant.
c'est pas quelque chose qu'on fait on purpose. Tu sais, c'est pas, on veut pas ça. Mais et puis, on se force vraiment pour vous offrir le plus de valeur possible dans ces rencontres-là. Et puis, merci beaucoup d'y avoir assisté parce qu'en fait, tu sais, la tranchée, là, c'est à ça que ça sert. On pourrait pas, mettons que tu sais, on pourrait pas faire ce genre d'interaction-là individuelle avec tout le monde sur la tranchée. Et puis, on a besoin d'avoir comme le nombre de membres qu'on a pour être capable d'offrir ce genre de service-là. Puis, il y a peut-être, tu sais, comme là, on a eu 20%, moins de 20%, on a eu genre 2% du monde qui sont inscrits au webinaire. C'est vraiment pas beaucoup de gens qui vont prendre la peine de venir sur le webinaire puis interagir avec nous, mais je pense honnêtement que c'est là qu'il va avoir eu le plus de valeur. Et puis, ça compense que la qualité des engagements, des questions qu'on a avec vous autres, même si c'est avec 10, 20, 30 personnes, ça vaut la peine amplement de mon point de vue. Là. C'est cool à cause que les autres aussi peuvent en profiter avec les replays. Fait qu'on a une présentation. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est bon. Ouais. En tout cas, passez une belle soirée tout le monde. Ouais. Finissez votre martini, votre scotch, peu importe ce que vous étiez en train de boire. Moi, j'ai pas mal fini le mien. Et puis, on se revoit dans un mois. Fait que c'est ça. À la prochaine!